La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mercredi 4 septembre 2024. Donc voici les titres. Le Premier ministre Ousmane Sonko défie et menace les députés de la coalition Benno Bokk Yakaar déterminés à renverser son gouvernement après le rejet de la proposition de loi visant à supprimer le HCCT et le CESE. Selon Ousmane Sonko, il n'y aura pas de motion de censure. Ses propos dans ce 20h. Le collectif des victimes de Macky Sall se renforce, soutenu par l'ancien ministre Arona Coumba Ndoffène Diouf. Elles ont rencontré le directeur de Africa Jom Center ce mercredi. Leur combat réparer l'injustice subie sous le régime du président Macky Sall. Vous les suivrez dans cette édition. Sport Afrobasket U18, une entrée en lice ratée pour le Sénégal. Les Lionceaux se sont inclinés face aux Aiglons du Mali, 50-64. Pour se relancer, ils devront battre leur deuxième adversaire, la Côte d'Ivoire, samedi prochain. C'était là les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Le Premier ministre Ousmane Sonko s'est prononcé ce mercredi sur la motion de censure annoncée par le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar pour faire tomber son gouvernement. Il a laissé entendre qu'il n'y aura pas de motion de censure puisque d'ici le 12 septembre, l'Assemblée nationale pourrait être dissoute. Suivons les propos du Premier ministre au micro de Abdoulaye Dièye. Nous avons entendu parler de motion de censure, faire tomber le gouvernement. Il n'y aura pas de motion de censure. Il y a des politiciens complètement dépassés par les événements, appuyés par leur presse. Mais je puis vous assurer qu'il n'y aura pas de motion de censure d'ici le 12 et que le 12, s'il plaît à Dieu, ces gens auront autre chose à faire que d'être députés à l'Assemblée nationale. Et nous insisterons aussi sur un aspect extrêmement important pour nous, c'est la rationalisation. Nous avons pris pas mal de mesures depuis qu'on est là. Le fonctionnaire peut considérer que c'est des mesures qui sont dirigées contre lui, contre son confort au travail, ainsi de suite. Ce n'est pas le cas. Les pratiques que nous appelons de tous nos voeux sont des pratiques courantes, devenues même la norme dans des pays beaucoup plus nantis que nous. Quand on dit qu'il faut rationaliser sur un certain nombre de consommations que les gens peuvent partager, mettre les imprimantes en réseau au lieu d'acheter une imprimante pour chaque bureau, avoir une pièce pour y mettre les machines à café, toutes les autres commodités que tout le monde peut utiliser. Vous allez dans tous les pays développés, ça se passe comme ça. Pourquoi les pays qui sont les moins avancés comme les nôtres peuvent continuer à dépenser des milliards et des milliards pour des commodités qui peuvent être gérées en partage sans nuire à la consommation individuelle de chacun? La scène politique en ébullition ces derniers temps, le fossé entre le pouvoir et l'opposition parlementaire est profond. Les députés de Benno Bokk Yakaar, après avoir rejeté le projet portant suppression du HCCT et du CESE, ont déposé une motion de censure contre le gouvernement d'Ousmane Sonko. Cette succession d'événements augure-t-elle des prémices de crise institutionnelle? Élément de réponse avec Mansour Diassé. D'une motion de censure par Abdoumbo, président du groupe parlementaire de la majorité Benno Bokk Yakaar, marque une nouvelle escalade du conflit qui oppose le gouvernement de Sonko à la coalition majoritaire de l'opposition à l'Assemblée nationale. Un bras de fer qui intervient après le rejet du projet de loi visant à dissoudre le Conseil économique, social et environnemental et le Haut Conseil des collectivités territoriales. Motion de censure, une initiative légale certes, mais peut avoir des conséquences
redoutable quant à l'avenir du gouvernement en place. Du côté du pouvoir, l'on estime que le projet de loi portant dissolution du HCCT et du CSE renseigne à suffisance, s'il en est besoin, sur la rupture profonde entre les députés de la majorité et les aspirations populaires qui se sont massivement exprimées lors de l'élection présidentielle du 24 mars 2024. Un dialogue de sourds qui peut déboucher sur une dissolution de l'Assemblée nationale si l'on sait que le chef de l'État a déjà recueilli l'avis des 7 sages et la dissolution pourrait être actée dès ce 12 septembre. Autre fait non négligeable, même si la motion de censure est déposée sur la table du président de l'Assemblée nationale, il faut préciser que seul le président de la République est habilité à convoquer une session extraordinaire. Il peut rejeter la requête et cet acte du gouvernement est insusceptible de recours selon les spécialistes du droit constitutionnel. Un nouvel épisode de tension qui pourrait plonger le pays dans une crise institutionnelle aux répercussions profondes. Nous parlons justement de la motion de censure déposée par Abdou Mbow pour faire tomber le gouvernement d'Ousmane Sonko. La motion de censure fait partie des moyens dont disposent les députés et qui est souvent utilisée pour contrôler les actions du gouvernement, selon Aliou Souaré. L'ancien parlementaire a par ailleurs estimé que dans les grandes démocraties, le pouvoir gouverne sans une majorité absolue à l'Assemblée nationale, suivant les propos de Aliou Souaré, joint par Mansour Diassé. Oui, moi je crois que ça entre dans l'ordre normal des choses. C'est la Constitution à son article 86 qui consacre effectivement le principe de cette motion de censure. Et l'article 86 est complété par l'article 99 du règlement intérieur qui est une loi organique. Donc ces deux textes effectivement prévoient la tenue, l'exercice en tout cas de cette motion de censure et qui relève effectivement de ce qu'on appelle le contrôle parlementaire. Vous savez que la mission du député, c'est de voter des lois, c'est d'évaluer les politiques publiques, mais également c'est de contrôler l'action publique. Et dans l'action gouvernementale, maintenant, dans ce contrôle, la mise en œuvre de ce contrôle de l'action gouvernementale, le député dispose des outils comme la motion de censure, comme également le contrôle, les questions orales, les questions écrites, les questions d'actualité. Tout ça, c'est des mécanismes qui permettent en tout cas aux députés de pouvoir l'utiliser pour exercer effectivement donc sa mission de contrôle parlementaire. Moi, à mon niveau d'information, l'autre c'était sur le plan d'orientation budgétaire, mais qui est inscrit dans ce qu'on appelle la loi organique, loi des finances. C'est un calendrier qui est inscrit prescrit par une loi organique. L'Assemblée nationale a rejeté la proposition de loi portant suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. Et pourtant, les Sénégalais rencontrés, en tout cas pour la plupart, sont contre le maintien de ces deux institutions jugées budgétivores. Ils ont donné leurs avis dans ce reportage signé Mam Awassal. Le rejet de la loi portant suppression de HCCT et le CESE a surpris beaucoup de Sénégalais. La majeure partie pense que cette initiative du président de la République contribue à la rationalisation des dépenses publiques. Raison pour laquelle certains pensent plutôt à la dissolution de l'Assemblée nationale. On ne devrait pas bloquer cette loi. On doit même dissoudre l'Assemblée nationale et donner la chance à d'autres députés pour permettre au gouvernement de faire son travail correctement. Ce jeune ouvrier très perplexe face à la situation déplore le blocage de cette loi. Selon lui, réaffecter les budgets de ces deux institutions pourrait peut-être aider à résoudre le problème du chômage. Ce que je pense de l'Assemblée nationale, on ne devrait pas bloquer ce projet de loi parce que nous sommes des jeunes et nous avons besoin de cet argent pour que le gouvernement puisse résoudre les problèmes
Plus loin, un autre, Youssouf Massali, dénonce avec force ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Ce jeune homme pense que les députés doivent mettre en avant l'intérêt de la nation. Je pense que vraiment, Je pense qu'on doit s'unir et mettre en avant l'intérêt de la nation. Et ce qui se passe à l'Assemblée nationale est vraiment déplorable. Je crois que nous devons laisser ce gouvernement travailler tranquillement. Entre querelles invectives, bagarres et propos véniels, les Sénégalais regardent la scène à l'hémicycle avec dégoût. La plupart exigent tout bonnement la dissolution de cette institution parlementaire qui, selon eux, ne roule plus au gré de l'intérêt du peuple. Dans le cadre de ces tournées et visites de proximité, le collectif des victimes du régime de Macky Sall, avec le soutien du ministre Arona Coumba-Ndoffène Diouf, a tenu à rencontrer ce mercredi 4 septembre le leader de Africa Jom Center, Alioune Tine, donc pour recueillir des conseils par rapport à leur situation. Selon eux, l'amnistie ne pourra pas réparer ces crimes commis par l'ancien président, suivant les propos de Boubacar Seye qui ont été recueillis par Ndella Ndiaye et Boubacar Diagne. Dans le cadre de la lutte contre l'impunité, pour recueillir des conseils, pour des axes et orientations stratégiques dans ce combat que je dirais de la dignité humaine. Le Sénégal a eu à vivre des moments inédits. Le régime de Macky Sall a franchi tous les rubicons, tant du point de vue des finances publiques que du point de vue des droits humains. Nous n'avons jamais été aussi près du gouffre. Il y a eu des emprisonnements, il y a eu des tortures, il y a eu des assassinats. Et nous disons plus jamais ça. Plus jamais ça, parce que quelque part nous sommes tous responsables de ce qui s'est passé. Ils l'ont dit tout à l'heure. Il n'y a jamais eu de reddition de comptes ni de bilan dans ce pays-là. Les régimes qui l'ont précédé sont partis après leur mandat sans faire de bilan. Et aujourd'hui, c'est ce qui a été à l'origine de tout cela. Et nous, notre démarche s'inscrit dans le cadre de la reconstruction de notre pays, dans la justice sociale, dans l'équité, pour que ceci ne se produise plus jamais. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en compagnie de la première dame et des ministres de la Communication et des Infrastructures, a effectué une visite ce mardi au centre de démonstration de Huawei. Une occasion saisie par le chef de l'État pour annoncer un partenariat à long terme avec la multinationale chinoise de technologie Huawei qui, selon lui, propose des solutions innovantes qui correspondent à la vision du gouvernement. Le président Bassirou Diomaye Faye que je vous propose d'écouter. La première, c'est la vision 2050, se projeter sur le long terme avec le nouveau référentiel des politiques publiques, et vous verrez qu'au titre des moteurs de croissance, le numérique va occuper une place extrêmement importante dans la transformation systémique du Sénégal. La deuxième, c'est une déclinaison de ce qui va ressortir de ce référentiel-là, qui doit être décliné en plan d'action, mais que le ministère du numérique, en charge du numérique, n'attend pas, est en train de travailler sur une stratégie de transformation digitale du pays qui est presque achevée. Même si le ministère discute avec le partenaire, notamment Huawei, qu'avant la mise en œuvre, que cela puisse être validé par le ministre du numérique pour être sûr que cela cadre avec la vision de transformation numérique du pays, en respectant évidemment la préoccupation de souveraineté du pays. Et sur ce rapport-là, je suis rassuré de savoir que le ministère travaille en bonne intelligence
Et vous verrez dans les prochains jours, quand la vision sera déclinée, quand le nouveau référentiel sera présenté, qu'il y a un niveau de portage de la transformation digitale qui est extrêmement élevé et qui permet d'avoir une vision 360 de ce qu'on est en train de faire pour que tout puisse être mis en synergie. Je suis persuadé que Huawei sera être un excellent partenaire, non seulement par rapport à ce que nous sommes en train d'engager, mais nous projeter avec Huawei sur le très très long terme au regard des différentes solutions que Huawei a proposées. Le ministre de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portuaires a effectué une visite dans la Petite Côte, précisément à Joal, Bourg et Pointe-Sarène. Cette visite a permis aux acteurs du secteur de la pêche de mettre à nu les difficultés qu'ils rencontrent quotidiennement au niveau des quais de pêche. Les détails dans ce reportage signé Assoso et Ousmane Bitey. Le ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires a effectué ce mardi une visite à Bourg, Joal et Pointe-Sarène. De multiples préoccupations ont été évoquées par les acteurs. Il s'agit notamment de l'érosion côtière, du manque d'assainissement et d'infrastructures. On a noté des problèmes. Par exemple, pour le cas de Joal, nous avons vu qu'il y a des problèmes d'assainissement. Également, quand nous sommes arrivés à Pointe-Sarène, nous avons vu l'érosion côtière, l'avancée de la mer. Le quai est presque englouti. Et ici aussi, quand nous sommes venus également, on nous a signalé les problèmes également qu'il y a au niveau des infrastructures qui sont un peu vétustes et qu'il faut effectivement rénover. Des murs du port de pêche qui s'affaissent, des femmes transformatrices qui peinent à conserver leurs produits, c'est le quotidien des acteurs de la pêche de la Petite Côte. Le ministre promet de remédier à cette situation. On voit des fois qu'il y a tellement de poissons qu'on jette le poisson au niveau de la plage, ou bien qu'on le vend à un prix vraiment qui n'est pas très élevé. Mais je pense que c'est l'utilité des chambres froides de permettre de conserver ces produits-là pour qu'en période de pénurie, qu'on puisse approvisionner le marché national. Et naturellement, le département va faire ce qui est de son ressort pour aider à la mise en service, bien sûr, de ces chambres froides. En dehors de l'insalubrité, de l'érosion côtière et du manque d'infrastructures, les acteurs des quais de pêche de la Petite Côte rencontrent aussi d'autres difficultés. Le projet d'appui à l'insertion des jeunes et des femmes veut contribuer à l'innovation de la territorialisation des politiques d'insertion professionnelle élaborées par le ministère sénégalais de la formation professionnelle en collaboration avec l'agence italienne de la coopération au développement. Une affirmation de Cheikh Ahmadou Abdoul Gueye, coordonnateur du PAIGES, que nous écoutons au micro de Khadifal. Le programme PIGF est un projet d'appui à l'insertion très important et innovant, donc du ministère de la formation professionnelle en coopération avec l'agence italienne de coopération au développement. C'est un projet qui vient donner sa contribution dans le cadre de la territorialisation des politiques d'insertion professionnelle, si chère aux autorités sénégalaises. Donc nous sommes là pour suivre la formation qui entre dans le processus, puisque tout l'enrôlement des entreprises ont été déjà fait, l'enrôlement des jeunes aussi. Il fallait capaciter ces jeunes-là avant de les placer en entreprise. Oui, aujourd'hui, le stock de jeunes qui se trouve dans le marché du travail est un stock très important. Parce que, comme je l'ai dit, pratiquement chaque année, plus de 300 000 jeunes entrent dans le marché du travail et que l'État ne peut pas observer, en tout cas, cette masse critique de jeunes-là. Donc, c'est pourquoi il y a la contribution des partenaires au développement, mais aussi il y a les entreprises qui ont un rôle important de recrutement. C'est pourquoi le projet s'est appuyé sur ces entreprises-là qui doivent nécessairement enrôler les jeunes, soit en termes de stage ou bien soit en termes directement d'emploi. Nous reparlons dans ce journal du Premier ministre Ousmane Sonko qui a témoigné tout son soutien aux producteurs cinématographiques sénégalais. Selon Ousmane Sonko, ces acteurs du 7e art créent des contenus instructifs illustrant
de grandes figures qui ont marqué l'histoire du Sénégal. Le chef du gouvernement sénégalais donc s'exprimait à l'occasion de la projection de l'avant-première du film documentaire 1776 Thierno Souleymane Baal et la révolution de Fouta, réalisé par Mo Sow. Le Premier ministre Ousmane Sonko s'est exprimé au micro de Amsatou Gano. Encourageons par là même tous les producteurs sénégalais. En tout cas, c'est un élément important du programme de son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye, c'est d'apporter un soutien dans la mesure de nos capacités et même peut-être au-delà au monde de la culture, parce que la culture, comme disait Senghor, est à la base, au début et à la fin du développement. Et il faut aujourd'hui que des initiatives comme celle-là soient magnifiées, soient encouragées. Je les félicite pour la qualité de la production, un docu-fiction qui part du réel, mais peut-être y ajoute pour pouvoir capter le public. Et c'est quelque chose de magnifique qu'il faut continuer à encourager, à féliciter, à appuyer. Et nous souhaitons que des œuvres comme ça, par rapport à tous nos grands hommes, nos résistants, nos grands hommes qui ont conduit des révolutions, qu'ils soient des chefs coutumiers, des chefs traditionnels ou nos religieux, que des documentaires comme ça, bien faits, pas trop longs, très captifs, puissent être produits et disséminés à travers le Sénégal et au-delà. Et c'est pourquoi nous pouvons assurer tous les acteurs culturels sénégalais de notre soutien absolu, tant qu'il s'agit d'aller dans le bon sens, de la production qualitative. À présent, la page internationale de cette édition en brève. Au Nigeria, au moins 81 personnes ont été tuées et d'autres sont portées disparues après une attaque dans le nord-est du Nigeria, a affirmé ce mardi 3 septembre l'agence France Presse des autorités locales en accusant le groupe djihadiste Boko Haram. Selon la police de l'État de Yobe, environ 150 membres présumés appartenant à Boko Haram ont attaqué à moto dimanche 1er septembre vers 16h le village de Mafa, munis d'armes à feu et de grenades. Et puis la mosquée de Zender, une des plus anciennes du Niger, reconstruite il y a à peu près 200 ans, a été détruite mardi après les pluies diluviennes dans ce pays qui compte plus de 95% de musulmans, a-t-on appris auprès des résidents. La région donc de Zender, située dans le centre-est, est l'une des plus touchées par l'intense saison des pluies qui s'abat depuis juin sur le Niger, immense pays désertique et affecté par le changement climatique. Des images de la chute progressive de l'édifice jusqu'à son effondrement total dans le quartier Birni, ville qui abrite le sultanat de la région, ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux. Et puis le pape François, 87 ans, est arrivé mardi 3 septembre à Jakarta pour une visite de 3 jours en Indonésie centrée sur le dialogue interreligieux. Première étape d'une tournée marathon aux confins de l'Asie du Sud-Est et de l'Océanie. Cette visite s'articulera surtout autour du dialogue islamo-chrétien avec une rencontre interreligieuse jeudi en présence des représentants des 6 confessions officielles, l'islam, le protestantisme, j'y arrive, catholicisme, bouddhisme, hindouisme et confucianisme. Sport à présent, les Lionceaux se sont inclinés en début de compétition face aux Aiglons du Mali sur le score de 50-64. Les U18 ont été peu convaincants en cette entame de compétition. Un match dominé de bout en bout par le Mali pour se relancer donc dans ce groupe A. Les Lionceaux devront impérativement battre la Côte d'Ivoire samedi. La Côte d'Ivoire qui a d'ailleurs également enregistré une défaite face au Cameroun sur le score de 67-62. Retenons que le Sénégal occupe pour le moment la dernière place de ce groupe A.
C'est ce qui met en terme de cette édition plutôt fun. Nous reviendrons demain avec d'autres informations à la même heure. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de GTV. Bonsoir.